Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Super. Alors, je m'appelle Teg Mbodj, je suis en troisième année de génie mécanique et je suis membre du comité PolyL Leadership pour Elle. PolyL est un comité qui promouvoit le leadership au féminin dans la communauté étudiante, que ce soit de Polytechnique ou de n'importe quelle communauté qui sont inspirées par nous. Nous organisons plusieurs types d'événements de ce genre. Peut-être que vous nous avez vus durant nos soirées réseautage ou que ce soit encore durant nos panels qui promouvoient l'interaction entre les professionnels et les étudiantes. Et nous vous remercions chaleureusement d'être là parmi nous ce soir. Le 6 décembre 1989, 14 femmes ont perdu la vie dans un acte tragique, un acte terroriste à l'École polytechnique de Montréal, marquant à jamais notre histoire collective. 35 ans plus tard, nos panélistes aimeraient partager leur expérience et leur vision sur les changements qui ont eu lieu et les perspectives d'avenir. J'ai maintenant leur passer la parole pour qu'elles puissent se présenter et qu'ils puissent se présenter respectivement. Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis en quatrième année en génie électrique, puis je suis dans Polyel depuis ma première année. Bonjour, je suis Maude Cohen, directrice générale de Polytechnique et Polyel n'existait pas lorsque j'étais étudiante. Bonjour, moi c'est Mathieu Thibault, je suis étudiant en quatrième année en génie civil, puis ancien ambassadeur de Polyel. Bonjour, je suis Nathalie Provost, je suis une ancienne étudiante en génie mécanique, diplômée de Polytechnique au bac et à la maîtrise en industriel ensuite. J'ai été blessée à Polytechnique le 6 décembre et aujourd'hui, je suis porte-parole pour Poly se souvient. Et dans mes temps libres, je suis directrice générale au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, la faune et les parcs pour les autorisations et l'évaluation environnementale. Bonjour à tous, je suis Martin Thibault. Je suis un diplômé de Polytechnique en 1994 et je suis vice-président pour la réalisation des projets chez Stantec Bureau de génie conseil. Bonjour, moi c'est Catherine. Je suis en quatrième année en génie électrique et ça va faire 2 ans que je suis avec Polyel. Alors, je vais commencer directement avec Maud et Nathalie, si c'est correct pour vous. Vous êtes, si je me rappelle bien, toutes les deux, respectivement, de la promotion 90 et 96. 20 ans plus tard, comment percevez-vous les changements dans le milieu de l'ingénierie par rapport à la place de la femme? Je commence? Écoutez, je pense que si on regarde les chiffres purement, en se disant, par exemple, à Polytechnique, les finissantes au baccalauréat sont au nombre d'environ 32 celles qui entrent sont à peu près à 31 au cycle supérieur en maîtrise, c'est 32 au doctorat, c'est 34. On pourrait se dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de chemin de parcouru. Il reste néanmoins que lorsqu'on regarde, lorsqu'on est à Polytechnique, on constate la différence. En tout cas, moi, j'étais là, j'ai terminé en 96, j'étais là de 91 à 96. On voit beaucoup plus de visages féminins, on voit beaucoup plus d'interactions, même si il y avait déjà beaucoup de choses d'intégration quand même assez intéressantes des femmes dans les différents comités. Il y avait une grande acceptation de qui on était. Je dirais qu'on voit, en tout cas, à travers les murs de Polytechnique, il y a quand même, de façon significative, visuellement, une différence. Dans la profession en soi, on en parlait tout à l'heure, c'est 15 qui sont des femmes à l'ordre des ingénieurs parce qu'évidemment, la croissance a pris un certain temps avant de se faire. Donc, il y a encore du chemin à parcourir. Mais après, les grands changements, je pense qu'il faut les voir plutôt dans les façons de faire, dans l'accueil que les entreprises font aux femmes. Et puis là, il y a quand même beaucoup de chemin parcouru. Je ne pense pas qu'on peut dire que tout est fait. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Puis on le voit dans d'autres facultés de génie où le chiffre n'est pas aussi élevé qu'ici. Donc, clairement, il y a du chemin à faire. Mais en même temps, celles qui peuvent entrer dans la profession aujourd'hui, je pense qu'elles peuvent
assurément percevoir qu'il y a un accueil pour qu'elle puisse s'épanouir. Mais comme je le dis, c'est pas parfait. Je sais qu'il y a encore des choses à faire puis encore du chemin à parcourir. Mon expérience est troublante hein, à cet égard-là. Un peu comme Maude, hein, moi, je suis rentrée dans Polytechnique avec la sensation d'être chez moi, d'être parmi les miens. Cette sensation-là était très puissante pour moi. Toutefois, quand je regarde aujourd'hui, effectivement, plus de femmes en génie. Moi, je travaille au ministère de l'Environnement. Beaucoup de femmes en génie scientifique qui travaillent avec moi. Le grand défi qu'on a maintenant, c'est les questions de leadership. Vous avez un magnifique exemple ici, mais exercer le pouvoir, jouer des rôles d'influence, changer les choses avec un leadership au féminin, ça, c'est encore une grande barrière à franchir. Et comme femme, on a beaucoup de travail encore à faire. J'ai une famille où j'ai 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Et je constate qu'il y a une audace que les garçons ont par rapport au pouvoir, que les filles ont encore de la difficulté à assumer. C'était vrai dans ma génération. Je vois encore ça chez vous. Et je pense que c'est le prochain grand passage qui va se faire de manière pas simple parce que c'est des femmes qui sont universitaires aujourd'hui. À l'Université de Montréal, il y a beaucoup plus de femmes universitaires que d'hommes et ça va avoir des défis majeurs sur la vie en société que vous aurez, sur l'équilibre des pouvoirs entre les hommes et les femmes. Et c'est, à mon avis, un bouleversement comme on n'en a pas vu encore parce que le pouvoir de la connaissance, le pouvoir du savoir, le pouvoir de la science, il va être détenu par des femmes qui, historiquement et encore dans beaucoup de pays, n'est pas reconnu aux femmes, ce pouvoir-là. Donc, on est une société qui va devoir apprendre à vivre autrement notre équilibre homme-femme. Et puis, je vais être avec vous, mais vous allez être les acteurs de ce changement-là. Merci beaucoup pour cette contribution. Je ne vais pas mentir, c'est quelque chose qui est aussi très vu parmi la gente féminine, que ce soit à cause du syndrome de l'imposteur, que ce soit à cause du manque de personnages sur qui se fier pour voir justement à quel point on peut se permettre de viser haut. L'ambition, tout ça, le fait de se mettre dans des positions de leadership, c'est quelque chose que nous, à Polyel, on cherche beaucoup à amener chez les femmes, que ce soit en leur mettant en contact avec des professionnels qui sont à des postes et des grades assez élevés. Mais on a espoir que justement ça change bientôt parce que ça a déjà commencé à changer. Vous en êtes la preuve vivante. Vous êtes là devant nous à nous montrer tout ce qui peut être accompli par une femme. Martin, je vais maintenant passer à vous. Plus de 15 ans d'expérience à Stantec. Vos représentants sont là justement pour en parler un peu plus. Qu'est-ce que vous avez vu comme changement en tant que gestionnaire? Merci. Plus de 15 ans, je dirais presque 30 ans, mais bon. 2 fois 15, mais j'ai gradué en 94. Donc, l'évolution, Maud en a parlé un peu tantôt. Elle a amené quelques chiffres. Donc, en effet, quand j'ai gradué là, dans les années où j'étais à Polytechnique, il y avait 7 de filles à Poly à l'époque. Il y en a maintenant près de 30. Donc, oui, on est dans une courbe ascendante. C'est super positif. On n'est pas encore rendu à l'équité, par contre. Puis je pense que l'équité, c'est un des souhaits de Polyel, évidemment. Là. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Un des éléments qui est important, là, je parle en tant que garçon, là, que gars, que gestionnaire, il faut que nous, les gars, on soit conscients de nos biais inconscients, qu'on soit conscients de nos préjugés. Parce que qu'est-ce que ces préjugés-là font? C'est qu'ils nous amènent à penser et à s'entourer de gens qui pensent comme nous, qui sont comme nous. Donc, le bien conscient, là, c'est vraiment important de réussir à mitiger ces effets négatifs pour pouvoir arriver à travailler avec le 50 de cerveau qui est pas le nôtre, qui est le cerveau des filles, parce qu'on sait là, que la diversité, ça amène de la valeur dans les prises de décision, ça amène de la performance, ça amène plein de trucs là, qu'on ne peut pas s'en passer aujourd'hui dans nos jours, là, de la part de nos collègues
de nos collègues féminines. Donc, c'est vraiment important. Puis, l'évolution qui a eu lieu, bien, je pense qu'on prend un peu plus conscience de tout ça. L'aspect des billets, c'est des éléments qui n'existaient pas, je pense, quand j'ai commencé à travailler là, au début des années, milieu des années 90. C'est pas quelque chose qui était nommé, qui était parlé, qui était mis de l'avant. Donc, c'est des éléments qui ont évolué, puis c'est super positif. Par contre, il y a encore beaucoup de travail à faire, comme je le disais. Si on regarde ce qu'on fait chez nous, chez Stantec, bien, il y a un groupe chez Stantec qui s'appelle L à Stantec, E2LES à Stantec, donc un groupe d'intérêt au même titre que PolyL, qui a une mission qui est relativement semblable. Puis, ben, nous, les gars, ben, on agit comme alliés dans ce groupe-là, puis c'est intéressant. Chez nous aussi, ce qu'on a, c'est une formation sur les biais inconscients. J'ai parlé que le biais, c'est un des enjeux. Là. Ben, on a une formation de 2 heures, autant pour les gestionnaires que pour les employés, pour pouvoir identifier nos biais puis pouvoir essayer de minimiser les impacts. Une des expériences là, que je pourrais vous partager, que j'ai eues il y a environ 18 ans, puis à l'époque, on n'était pas du tout dans ce mode-là. Je pense que c'était un peu une première. Là. J'étais en entrevue avec une jeune ingénieure, puis elle m'a dit, ben moi, j'aimerais ça pouvoir travailler juste 3 jours semaine pour pouvoir faire la conciliation entre le travail et la famille. Puis j'ai dit, c'est bon, il n'y a pas de problème, on fait ça comme ça, mais c'était vraiment pas quelque chose qui était mis en place à l'époque. Un job temps plein, c'était un job temps plein, puis il fallait trouver quelqu'un qui fit dans le job plutôt que de s'adapter pour pouvoir s'assurer que les gens s'épanouissent. Que ce soit un gars ou une fille, là, c'était une fille, bon. Mais l'idée, là, c'est de pouvoir s'adapter puis pouvoir faire évoluer la façon qu'on pense. Puis je terminerai en disant que chez nous, chez Stantec, une des valeurs importantes qu'on a, c'est meilleur ensemble. Puis meilleur ensemble, bien, c'est une valeur qui résonne parfaitement avec la discussion qu'on a ce soir. Bon, moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est pour les étudiantes qui cherchent des stages, l'équité est chez Stantec. Je vais maintenant passer la parole à nos étudiants et étudiantes en faisant le point sur tout ce qui a été dit jusqu'auparavant et en faisant le suivi sur vos expériences personnelles ou les expériences de vos camarades. Qu'est-ce que vous avez vraiment vu comme changement? Ben, moi, je peux commencer. Je trouve que maintenant, être une femme en génie, c'est moins comme bizarre qu'avant. Avant, j'ai l'impression de ce que j'ai entendu que c'était comme « Ah, tu vas aller en génie », c'est pas nécessairement encouragé. Alors que moi, dès jeune, j'ai beaucoup aimé les maths et sciences et on m'a quand même encouragée à aller en génie. Je trouve que c'est pas quelque chose qui était réservé aux hommes dès le départ. Oui, on m'a dit « Ah, il y a beaucoup d'hommes, c'est vraiment un métier d'homme que tu veux faire ». Mais je trouve qu'on m'a quand même encouragée à l'être. C'était pas je suis la seule. Même si au milieu du travail, par contre, j'ai un peu remarqué dans mes stages que des fois, j'étais la seule dans mon équipe, la seule fille dans mon équipe. La petite stagiaire, ben, c'était elle qui était toute seule dans l'équipe. Je l'ai un peu ressenti aussi quand on disait « Ah, les objectifs de la compagnie, c'est d'avoir plus de femmes. » Donc là, je dis « Ah, ben, je suis quand même la seule de l'équipe. Est-ce que vous faites vraiment ces objectifs-là? » Ça, je l'ai ressenti un peu au niveau de l'employeur. Mais du côté des études, je trouve que Poly, vraiment, il n'y avait pas de distinction homme-femme. Moi, c'est ça que je voudrais rajouter. Ouais, comme Catherine a dit, moi non plus, parmi mes pairs, étudiants et tout, j'ai jamais, pas vraiment ressenti la différence homme-femme. Aussi, c'est sûr, dans le milieu du travail, c'est différent, c'est pas les mêmes mentalités. Parfois, les personnes plus vieilles, c'est ça, c'est pas la même mentalité. Mais entre étudiants, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gars qui vont s'intéresser, puis ils demandent beaucoup de questions, qu'ils essaient, dans le fond, d'améliorer leur connaissance autour de ça, comme, mettons, Mathieu. Mais, ouais, c'est ça. Oui, ben pour ma part, c'est sûr que c'est difficile de constater le changement. Là. Je veux dire, ça fait 4 ans que j'étais à Polytechnique, mais au travers de mes stages, là, les filles en ont parlé, je pense que c'est là la grosse différence. T'sais, ma mère a travaillé sur les chantiers il y a 30 ans, puis elle me contait des histoires qui ont plus leur place ici aujourd'hui, puis on le ressent sur le milieu du travail. Moi, je vois une évolution sur la construction. T'sais. Je pense que les gars
les gars passaient des commentaires sexistes sans gêne. Puis aujourd'hui, ils savent que ça se fait plus, puis on les entend plus. J'ai jamais été confronté à ce genre de situation-là. Fait que ça, je pense, c'est une belle évolution. Puis sinon, par contre, quand les filles quittent, là, par contre, des fois, on entend encore des commentaires quand on est juste entre gars. Puis c'est là que notre rôle entre en jeu, puis il faut mettre notre pied à terre, puis pas tolérer des situations comme ça. C'est sûr que c'est difficile parfois quand tu es le stagiaire, puis tu discutes avec des supérieurs, là, mais en tout cas, vous comprenez. Mais sinon, à Poly, ce qui est cool, on voit beaucoup de filles dans la vie étudiante, par exemple, dans les comités. Souvent une sous-représentation par rapport aux objectifs, mettons, de l'OIQ là, de 2030, là, de 30 %. Un exemple concret que j'ai, cette année, la délégation des Jeux de génie va envoyer 40 % de filles en janvier représenter Poly. Fait que c'est cool de voir des changements encourageants et intéressants là, à constater. Vous savez peut-être, je suis marraine de l'Ordre de la Rose Blanche, fait que j'ai eu l'occasion à chaque année, dans les 10 dernières années, d'échanger avec des jeunes, des jeunes femmes qui ont étudié en génie. Et un phénomène, moi, qui m'a beaucoup frappée, qui était vrai dans mon époque, mais qui est étonnamment encore vrai aujourd'hui, et je voudrais vous entendre, c'est est-ce que dans un laboratoire, dans un projet, écrire, communiquer, c'est la job des filles, puis faire le volet technique, c'est la job des gars? Je dois avouer que c'est quand même assez fréquent. Moi, j'essaie de pas trop essayer de changer ça un peu. Mais je dois avouer que oui, c'est quand même le réflexe naturel de distribution de tâches de le faire comme ça. Là, mais oui, c'est quand même encore le cas, mais c'est ça. Je sais pas si Catherine... Ouais, moi, je dirais que c'est encore le cas. Comme c'est souvent, j'ai l'impression, toi, on prend pour acquis que je vais prendre des notes, que je vais être à mon affaire. C'est très comme ça. Alors que, honnêtement, je suis en génie. Je suis pas tant bonne que ça en français comparé à mes pairs. Je suis meilleure en maths et en sciences comme eux. Moi aussi, j'ai plus envie de faire le côté technique que le côté écrit. Mais c'est comme un peu le non-dit que c'est moi qui devrais le faire. Mais en fait, je le fais changer. Je dis, pourquoi toi, tu prends pas des notes à la place? Et je trouve que ça change. Comme quand tu leur dis, ils disent, ah, OK, ouais. Ils acceptent. Ouais, ben, je suis d'accord. C'est quelque chose qui arrive. Je dis pas c'est pas quelque chose qu'on encourage évidemment, là, mais je veux dire, oui, ça arrive, puis c'est quelque chose à changer. C'est quelque chose à... Moi, je vais te dire, Nathalie, nous, on était, à mon époque, une équipe de filles en génie industriel. Mais en génie on se partageait pas mal toutes les tâches. En génie mécanique, j'ai pas mal écrit. Par contre, je veux dire à tous ceux qui se retrouvent à prendre des notes, qu'ils soient des gars ou des filles, que la capacité de communiquer, que la capacité de synthétiser l'information, que la capacité de vendre des projets, c'est stratégique en leadership. Oubliez jamais ça. Merci beaucoup pour le conseil. On va en prendre compte. Alors, en revenant sur tout ce qui est non-dit et tout ce qui est a priori, Maud et Nathalie, j'ai une question pour vous. Il y en a beaucoup eu sur la génération de 90-95. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns et est-ce que vous voulez les démystifier pour nous? Les a priori qu'on peut avoir sur la cohorte dans laquelle vous avez évolué durant votre étude. Bien, moi, ma carrière, je l'ai fait beaucoup en milieu pharmaceutique. J'étais consultante. Ma carrière technique, là, je l'ai fait en milieu pharmaceutique dans beaucoup d'entreprises américaines, des grandes entreprises américaines qui étaient quand même assez normées sur les relations hommes-femmes. J'ai été aussi mentorée par un homme qui avait décidé qu'il embauchait dans la compagnie des femmes. Donc, on était plusieurs, puis il faisait beaucoup. Donc, j'ai eu un début de carrière facilitant. Puis, j'ai pas eu... Le seul endroit où j'ai croisé vraiment des a priori ou des enjeux sur le milieu, puis c'était une compagnie américaine, mais c'était en France, où encore aujourd'hui, il y a un peu de retard, on va se le dire, là, dans l'évolution de la femme dans l'organisation. Mais à l'époque, c'était horrible. Là. Puis des mononcles, là, des mononcles qui avaient des commentaires un peu déplacés, comme on voit dans les films. Je l'ai vu sur le terrain en France, mais des choses que j'aurais jamais vues ici, sans qu'il y ait, dans des compagnies américaines, sans qu'il y ait des conséquences significatives. Donc, j'ai pas eu
tant que ça de choses au Québec, je dirais, qui ont été des a priori. Le seul a priori dont je vous parlerai, c'est que lorsque je suis venue pour choisir ma carrière, on ne m'a jamais parlé de génie. Si ça n'avait été, puis je le dis souvent, si ça n'avait été que du 6 décembre, malheureusement, j'aurais même pas eu une ouverture à réfléchir à cette carrière-là. Et puis, pourtant, c'en est une où les femmes peuvent s'épanouir. Donc, je pense que ça, c'est un a priori important. Est-ce qu'on travaille plus? En tout cas, moi, j'ai fait autant la fête la première année et l'année 2, 3, 4, 5 que mes collègues masculins. Hein? Fait que j'ai travaillé fort quand j'ai réussi à m'organiser, à trouver une façon de m'organiser. Mais est-ce que j'ai été plus ou moins impliquée? Je dirais pas. Probablement plus que certains gars. D'autres a priori dans la profession, est-ce que je prenais davantage justement les rôles de communication? J'étais en gestion de projet. Fait que tout de suite, j'ai assumé un rôle de leadership dans les projets que je gérais. Donc, j'ai pas eu vraiment à vivre à part en France, là, je le dis, où je pense qu'il y avait des comportements qui j'aurais pas pu connaître dans le même milieu. Je dirais pas sur le chantier de construction, mais dans le même milieu. Donc, voilà. Mon contexte est différent. Mon contexte à moi est très différent. Premièrement, économiquement, ceux qui... Oui, ça va? Oui. Économiquement, entre le moment où moi, je suis sortie de Polytechnique et le moment où Maude et toi, vous êtes sortis, il y a eu un revirement économique. Moi, là, il n'y avait pas d'emploi pour les ingénieurs. On n'avait pas de job. Et moi, j'ai été blessée à Polytechnique et connue pour avoir été, puisque j'ai été une figure médiatique et on m'a refusé des jobs parce que j'avais été blessée. On ne dit pas ça comme ça, mais je l'ai su par la bande. Donc, j'ai un début de carrière que je ne peux pas comparer à un début de carrière normale pour ces deux facteurs-là. C'est-à-dire, déjà, c'était extrêmement difficile pour la majorité de mes confrères et consoeurs. Puis, en plus, j'étais stigmatisée. Fait que j'ai eu un début de carrière très bizarre. Ça a été très long avant que je prenne mon envol. J'ai été très chanceuse parce que moi, j'ai toujours été impliquée dans les associations étudiantes. Je suis rentrée en première année au CETC, puis j'ai été impliquée jusqu'à la fin. J'ai même été membre étudiant au conseil d'administration de l'école. Donc, j'étais une jeune femme engagée. Ça a fait que quand je suis sortie de l'école, malgré le fardeau que je traînais, je suis entrée au service d'une toute petite entreprise qui était présidée par une femme ingénieure en conseil. Et ça a créé des conditions pour moi particulières et protectrices parce que j'en avais besoin. Et ce que j'ai vu, moi, c'est des changements de génération. On était en consultation, moi aussi. Et donc, quand on rentrait, par exemple, en consultation à Hydro-Québec, les ingénieurs de d'autres générations qui étaient là, donc qui avaient l'âge d'être mon père et un peu plus, eux, ils avaient beaucoup de difficultés à imaginer que je puisse jouer un rôle dans les mandats que j'avais à jouer. Et ils étaient un peu condescendants. Donc, j'ai vu vraiment... Puis le rôle que j'avais à jouer dans le contexte où j'avais à jouer, j'ai été confrontée à d'autres générations d'ingénieurs qui ne savaient pas quoi faire ou comment se comporter ou considérer avec sérieux une jeune ingénieure qui a envie de faire sa place. Mes collègues masculins avaient beaucoup plus spontanément de place que moi. Et c'est autrement que j'aurais fait mon chemin. Mais il y a une partie où je ne suis pas certaine que ce que j'ai vécu est représentatif de mon époque complètement. Mais ce qui est essentiel, c'est que malgré le fait que vous avez tous eu dans vos parcours beaucoup d'événements qui auraient pu vous empêcher de continuer, vous avez continué. Et ça a tracé la voie pour nous. Donc finalement, que ce soit représentatif ou pas, merci d'avoir fait tout ce que vous avez fait. J'ai une question pour la gente féminine de notre public, particulièrement. J'ai commencé avec Maude parce que vous en avez déjà un peu parlé et l'histoire est assez connue, mais je vais vous laisser en reparler. Les raisons pour lesquelles vous avez entamé vos études en ingénierie. Ouais. Dites-nous en plus. Oui, j'en ai parlé brièvement, mais c'est vrai que moi, je m'orientais vers la médecine. J'en parle souvent, donc c'est assez connu. J'allais vers la médecine. Ma mère voulait que je sois Ma mère,
qui n'a pas terminé son secondaire 5, qui l'a terminé en même temps que moi, j'étais en secondaire 4 et que j'ai accompagné pour faire ses mathématiques parce qu'elle souhaitait absolument avoir son diplôme de secondaire avant moi pour me montrer l'exemple. Elle tenait beaucoup, elle était féministe, puis elle vivait son féminisme à travers moi. Donc, elle me disait, tu vas être la première neurochirurgienne de la famille. Il n'y a personne qui était médecin dans la famille. Je veux dire, il n'y a personne qui terminait son secondaire dans sa famille. Donc, même ses frères n'ont pas terminé leur secondaire. Donc, beaucoup d'ambition. Puis, j'étais drivée là-dessus jusqu'à ce que j'arrive au cégep où là, je me disais, ben je pense pas que ça soit ma carrière parce que j'ai fait des cours de bio comme tout le monde, puis on faisait des laboratoires où on disséquait des animaux, puis je me disais, mais mon Dieu, est-ce que j'ai le goût de faire ça sur un être humain? En tout cas, je me sentais pas capable d'aller jusque-là. Puis là, ben c'est ça. Je me suis mise à me questionner. Je m'en vais dans quoi? Je suis forte en sciences, je suis forte en mathématiques. Parler avec des orienteurs du cégep qui m'enlignaient vers n'importe quoi. Mais je veux dire, c'était... Je me souviens même pas c'était quoi. Puis j'avais des choses qui ne fitaient tellement pas. L'enseignement, c'est revenu souvent, d'aller enseigner au primaire, puis au secondaire, les mathématiques, les sciences. C'est correct. Je pense qu'il faut plus d'enseignants, mais je ne me voyais pas enseigner. Donc, bref, 6 décembre, c'est produit. Puis là, je me suis mise à poser des questions à l'orienteur. Je dis, c'est quoi ça, le génie? Ah oui, ça apparaissait dans ton profil, mais c'est à peu près le 7e choix. Puis je ne l'ai pas soulevé parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Je dis, mais c'est vrai, c'est une carrière où tu peux faire plein de choses. Fait que là, bon, bref. Je suis rentrée à Polytechnique, puis c'est vrai, moi, je me suis retrouvée, j'avais l'impression que j'étais chez moi, là. Ici, c'était tellement accueillant pour les femmes, puis surtout post-6 décembre, je pense qu'il y avait vraiment des efforts significatifs des membres de la direction du corps professoral, puis des étudiants et étudiantes qui étaient présents, qui avaient beaucoup, certains avaient vécu les événements aussi. Donc, on avait un accueil phénoménal. Puis peut-être qu'effectivement, c'était pas si simple que ça sur le marché du travail, mais moi, je l'ai pas ressenti. Fait que j'ai vraiment senti que c'est une profession accueillante. Puis je dirais que c'est un peu ce que je cherche à m'assurer qu'on a aussi comme milieu, c'est-à-dire que pour toutes les différences, on est une profession accueillante. Puis, je vais dire quelque chose, puis c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi. Tu sais, la zone paritaire, moi, je pense qu'elle va être importante à atteindre un jour, mais pour moi, la zone paritaire, c'est pas nécessairement 50-50. Je pense que, Nathalie en parlait tout à l'heure, la majorité des autres professions, des autres métiers, ils sont majoritairement féminins maintenant en la diplomation. Puis il faut que les hommes soient capables de se retrouver aussi à travers des carrières. Puis s'il y en a plus qui sont en génie, bien, ça ne me dérange pas. Ce que je souhaite, c'est que ce soit une profession accueillante, une profession où les gens sont capables d'accepter la différence, peu importe quelle qu'elle soit. Et oui, éventuellement, atteindre une zone paritaire. Pour moi, c'est 40 40-60. Pour moi, c'est une zone paritaire. Mais ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi. Sauf que j'ai un garçon qui cherche beaucoup. Puis je sais que c'est le cas de beaucoup de jeunes de son âge qui ont besoin de se retrouver à travers quelque chose. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit ouvert à ça dans notre profession. Parce que le chamboulement dont Nathalie parlait, notre société va le vivre et il faut que tout le monde puisse se retrouver à travers un chemin, quel qu'il soit. Mon chemin ressemble un peu au tien. J'étais bonne en sciences. J'étais bonne dans ma classe. Mais quand tu étais bon en sciences, dans ma génération, même les garçons, là, c'était bon en sciences veut dire tu veux aller en médecine. C'était presque général. Le génie n'était pas... Moi, je viens d'un milieu rural, pas particulièrement riche, pas très pauvre, mais le Québec qui s'ouvre au monde, qui commence à devenir une société industrielle, mais... moi, j'ai connu tout ça. Là, hein, j'étais petite, la crise d'octobre, je m'en rappelle. Les Olympiques, je m'en rappelle. Pour vous, c'est de l'histoire ancienne, hein, mais c'est mon actualité. L'élection du Parti québécois, c'est des réalités dans ma vie. On parle d'un autre Québec que le vôtre. Et ce Québec-là était un Québec rural, un Québec pour un petit pain, un Québec qui n'avait pas d'études. Moi, mon rêve dans la vie, c'était pas d'être quelque chose, c'était d'aller à l'université.
Puis j'ai réalisé, une fois rendue à Polytechnique, que je ne m'étais pas fixé de rêve pour après. Donc, c'est vous dire, puis je suis la première à aller à l'université dans ma famille, puis on ne fait pas ça, des études. Puis sinon, il y a un peu là, les comptables, les collèges classiques, les avocats, mais fait que, moi, je savais que j'étais bonne en sciences. Mes parents m'encourageaient à étudier. Puis j'étais au cégep, puis je me disais, oh, je vais aller en sciences. Puis je me retrouve dans des classes où les gars vont en génie. Parce qu'il y a quelques gars de ma classe qui aiment ça. Et il y a un téléroman à Radio-Canada dont il parle, la fille du personnage principal dit qu'elle va à Polytechnique, puis au même moment, les étudiants en génie, et principalement ceux de Polytechnique, ont créé l'achat regroupé d'ordinateurs, puis c'est aux nouvelles. Fait que dans un téléroman, on parle de Polytechnique. Aux nouvelles, on parle des étudiants de génie de Polytechnique, puis moi, j'ai à choisir. Fait que je me dis, OK, je vais poser ma candidature à Polytechnique. Et ça n'a pas été vraiment plus compliqué que ça. Je n'ai pas appliqué en médecine, je n'ai pas appliqué à 56 places. Puis j'ai été admise. Puis il y avait quelque chose d'un peu plate à mon époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, d'être admis à Polytechnique. La réputation de Polytechnique, c'est tout le monde est admis, puis 30 % vont quitter après la première année. Je ne sais pas si c'est vrai aujourd'hui, mais c'était la réputation. Fait que tu pouvais être pas bon puis être admis. Fait que c'était pas glorieux d'être admis à Polytechnique. Pas vraiment. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est pas la réputation de Polytechnique. C'est pas ce que je sens quand je parle de Polytechnique, quand j'en entends parler. Mais dans ma psyché de jeune fille de 16, 17, 18 ans, c'était pas impressionnant. Ça l'était d'être encore là à deuxième année, par contre. Pour nous autres qui le savaient. Oui. Mais la perception, puis être ingénieur et tout ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué entre les années 80 et puis aujourd'hui. Pour moi, je dirais que j'ai pas eu de déclic vraiment de « je vais aller en ingénierie ». Mais ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi, notamment ma mère puis ma grand-mère, qui forçaient beaucoup à nous dire, à nous faire sentir comme égal à mon frère ou à mes cousins et tout, puis qui nous poussaient vraiment à aller de l'avant puis prendre ta place et tout. Donc, je pense que je pourrais dire que j'ai eu la chance de choisir où est-ce que je voulais m'en aller à l'université sans penser au « est-ce que c'est ma place parce que je suis une fille » ou des trucs comme ça. Puis pour revenir sur le ménage à Polytechnique qui se fait à la première année, c'est probablement moins pire aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quand même un bon... Oui, c'est ça. Donc, moi, pour rebondir un peu, moi aussi, j'ai toujours été bonne en maths, sciences, au secondaire, puis au cégep. Puis on m'a aussi dit, tu devrais aller en médecine. Puis là, moi, je sais que dès secondaire, là, le cours de bio, j'étais bonne dedans, mais ça ne m'intéressait pas trop. Il y avait trop de par cœur. Je trouvais que c'était pas assez comme les mathématiques, que c'était super logique. Donc là, directement, je pense, grâce à des femmes comme vous, on m'a directement proposé, si toi, tu aimes vraiment ça, les maths, que les choses soient bien claires, comme la physique, tout ça, tu devrais aller en génie. Donc là, moi, je me suis dit, le génie, c'est quand même une bonne idée. Peut-être que je devrais aller là-dedans. Et aussi, deuxième chose qu'on m'a dit, c'est mon côté un peu de défi. On m'a dit, t'es sûr que tu veux aller en génie? On m'a dit que c'était très difficile, le génie, là. Comme vous dites, je pense qu'il y a encore la réputation que les gens y coulent et tout. Et moi, je me suis dit, je suis capable de faire ça. Je vais aller en génie et je vais prouver aux gens que je suis capable de faire ça. Je suis sûre que tu es capable. Aurélie, je suis sûre que tu es capable. Mais oui, j'espère. Finissant, c'est sûr que vous êtes capable, mais ne faisons pas comme si la réputation n'était pas là pour une raison. Okay? Il y a une raison pour laquelle, comme Nathalie et Martin l'ont précisé, ceux qui restent jusqu'en deuxième année ont le chapeau. Donc, en continuant sur ça, à part le cours de calcul 2, qui était difficile pour tout le monde, ou les nuits incessantes de révision pour les examens, quels étaient vos moments les plus difficiles à Poly? Et là, je m'adresse à tout le monde.
Merci, Maude, c'est gentil. Les moments les plus difficiles, je peux pas faire abstraction là, des nuits de révision puis des examens. Parce que si on fait, si on fait abstraction là, des cours et des difficultés académiques, tout le reste a coulé là, super facilement. Parce que Poly, c'est une famille, puis Poly, tout le monde travaille ensemble. Puis je vais parler un peu à mon époque, là, si on revient au débat là, et à la discussion par rapport à la diversité, puis à l'inclusion, puis au support des filles. Cette espèce de concept d'allié là, qui existe aujourd'hui, puis là, Nathalie et Maude pourront confirmer, je ne pense pas que ce concept-là était nommé à notre époque. C'était latent, ça existait. Il y a des gars avec qui les filles s'entendaient plus, qui aimaient plus travailler, qui aimaient plus se tenir avec dans les équipes, dans les groupes, dans les comités, mais ce n'était pas quelque chose qui était nommé. Il n'y avait pas de groupe de soutien du génie au féminin à l'époque, mais ça existait. Il fallait que ça existe parce que sinon, on ne serait pas arrivé à travailler ensemble. Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant mes 4 ans de Poly? Ça a vraiment été le côté académique, mais bon, on s'en est sorti. C'est ça qui est intéressant. Actually, avant de continuer avec vos difficultés de Poly, je pense que je vais juste donner la parole à Mathieu pour qu'il revienne sur le concept d'allié. Je sais que tu étais homme ambassadeur. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Ouais, ben c'est ça. Là, mon père a nommé que ça existait plus ou moins. Aujourd'hui, c'est cool avec Métro Polyel. Il y a le concept d'homme ambassadeur. Puis tu peux le voir de différents axes. T'sais, moi, je vois ça de 2 manières principalement. Là. Je le vois dans les contextes formels d'événements, comme aujourd'hui, par exemple, d'arriver avec son chandail, de faire de la représentation dans les événements. Ça, c'est important parce qu'il y a plein de gars qui sentent que c'est pas leur place de s'impliquer, mettons, avec Polyel. Puis les filles l'entendent là, au moment de recrutement. Les gars se disent « Ah, mais je peux pas m'impliquer avec vous, c'est un comité pour les filles. » Puis la réponse, c'est toujours « Ben non, évidemment, tu es le bienvenu. C'est un travail d'équipe et tout. » Fait que ça, c'est un premier axe intéressant. Puis sinon, ben, le plus important, je pense, le concept d'allié, c'est dans les moments que tu te ramasses juste entre gars, puis qu'il y a des commentaires ou des choses qui se disent pas, ou des doubles standards que les gars sont pas au courant. Puis par les questions que je pose, par le mandat que j'ai fait de Polyel, j'ai appris plein de trucs. Puis après ça, c'est bien de passer cette information-là, puis d'éduquer. Puis c'est là, je pense, qu'on a le plus grand impact comme allié, là, même sans se promener dans l'école puis dire « je suis un allié », ça se fait naturellement une fois que tu as les valeurs, puis ça t'intéresse, puis c'est important pour toi. T'sais. Et je tiens à remercier les hommes ambassadeurs de cette génération qui ont fait de cet événement un succès. Merci beaucoup. Je vais maintenant repasser la parole à la gente féminine pour qu'il nous reparle justement des moments les plus difficiles de leur cheminement à Polytechnique. Je peux continuer. Moi, je dirais que ça serait de garder confiance en nos capacités parce que, veux pas, en tout cas, c'est mon cas, j'ai toujours été dans mes études un peu une fille forte à l'école, avoir des bonnes notes et tout. Puis là, en arrivant à Polytechnique, ben, c'est presque tous des gens qui étaient bons à l'école, qui étaient les meilleurs de leur classe et tout. Donc, là, tu retombes dans la normale. Là. Puis, c'est ça, de garder confiance en ses capacités. Je suis capable de le faire, même si c'est difficile. Il faut étudier beaucoup. Des fois, ça donne pas toujours les résultats qu'on veut et tout. C'est vraiment... Le plus difficile, je pense, c'est de garder confiance. Puis de, oui, je suis capable. Oui, je suis à ma place. Ben moi, je vais rebondir là-dessus. Moi aussi, durant ma première année, justement, moi, je voulais accepter le défi, mais je trouvais que le défi était très dur à ma première année. Et réviser jusqu'à très tard le soir, j'ai trouvé ça super dur. Et à un moment donné, je pensais que je n'étais plus à ma place. J'ai eu comme le syndrome de l'imposteur. Et honnêtement, comment je me suis sentie à cette place-là, c'est parce que je suis allée à une conférence de Polyel et que j'ai vu, c'était une conférence sur les femmes en génie électrique. Moi, je suis en génie électrique. Et j'ai vu 3 femmes qui étaient dans ce domaine-là. Et directement dans leur conférence, ils ont dit que c'était difficile puis qu'ils avaient trouvé ça difficile à leur première année. Donc, je me sentais pas seule. Puis je voyais un exemple de quelqu'un qui avait réussi. Et vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et ce qui est le plus difficile, c'est de continuer, de garder confiance en soi. Et j'y travaille encore. Et je pense que tout le monde y travaille tout le temps. Donc, c'était ça que j'ai trouvé le plus difficile. Dans notre temps, nous, on avait le tronc commun.
Puis là, imaginez, là, dans la première année, vous avez calcul 1, calcul 2, oui, statique, physique 1, physique 2, thermodynamique, puis il y avait un autre cours intégral, je me souviens plus. En tout cas, bref. OK, ça, c'était notre première année. Il nous frappait avec tous les cours communs, donc ça s'appelait le tronc commun. Puis effectivement, moi, j'étais bonne jusqu'à ce que j'arrive à Poly. Hein? Je suis arrivée à Poly, puis j'arrivais de la banlieue slash campagne, là, qui était Saint-Louis-de-Terrebonne, qui est devenu Terrebonne aujourd'hui, et ça n'avait rien à voir, là. Puis j'ai été frappée là, par un mur. Découverte de Montréal, découvrir les parties, découvrir les gars, découvrir le plaisir de dire « Ah, j'habite en appartement, je ne suis plus chez mes parents. » Bref, tout ça en même temps, tu sais, la difficulté académique qui m'a frappée. Puis moi, j'ai fait un parcours strictement dans le public. Puis j'avais des collègues qui avaient fait des écoles secondaires privées où ils avaient appris à s'organiser. Moi, j'ai appris à être bonne sans avoir à me structurer. Donc, je vous dirais que mon mur, je l'ai frappé là, mais j'avais tellement de fun, puis j'étais impliquée au CETC, puis là, toute la gang était là, c'est pas grave. Puis là, j'ai rencontré une amie qui m'a dit, ben, tu sais, tu vas réussir. Puis là, bref, mon tronc commun, je l'ai fait en 1 an et demi, presque 2 ans. J'ai échoué des cours dès la première année parce que je me suis présentée à un cours en pensant que c'était à un examen de fin de session en pensant que c'était physique 2, puis finalement, c'était le calcul 2. J'étais pas prête. J'avais étudié la mauvaise affaire toute la nuit. Bref, j'étais pas structurée. Non, mais c'est vrai, tu sais. Puis ça me dérange pas de le dire parce que c'est... Regardez, là, j'ai fini mon bac. J'ai fait un MBA où j'ai fini probablement dans le top X% des moyennes parce que j'avais appris à m'organiser à Polytechnique. Et je travaillais en même temps que je faisais mon MBA. Puis j'étais aux États-Unis 3 jours semaine. J'étais là le lundi soir pour mon premier cours. Puis le jeudi, je revenais en auto. J'étais jeune, on voulait ramasser des sous avec nos per diem. Et donc, tout ça pour dire que j'ai appris à me structurer à Polytechnique. Puis ça, c'est grâce aux gens de Polytechnique. Je pense que c'est Martin et Nathalie qui ont parlé du milieu, l'Allier. J'ai toujours senti que j'avais un réseau autour de moi, même les équipes de soutien à Poly. À un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Tu réalises que tu ne peux pas continuer comme ça avec ta moyenne, il faut que tu fasses quelque chose. » Puis là, ben, j'ai des amis qui m'ont pris sous leur aile. J'ai commencé en génie électrique. Moi, j'ai trouvé ça trop difficile. Des cours de maths de plus. Là. Pour moi, ça a été ma mort. Mais bon, il y a une amie qui m'a dit « Viens donc en génie industriel, je pense qu'on va avoir du plaisir. » Puis on était une gang de filles. On s'est accompagnées l'année 2, 3, 4 de génie industriel, qui était équivalent à mon année 3, 4, 5. Et donc, j'ai réussi. Puis mes années avec les meilleures moyennes, ça a été les années d'implication à l'AEP. Vous n'êtes pas sûrs, hein, vous autres? Mais bon, on était une gang de notre équipe qui était impliquée à l'AEP en même temps. Puis on avait un gars de génie mécanique, je me souviens, lui, il avait fait plein de cours qu'on faisait en génie industriel aussi. Fait que lui, il était une année de plus. Donc, on s'aidait, on a réussi... Puis j'ai réussi mon parcours académique comme ça. Puis oui, ça n'a pas été la meilleure moyenne à vie. Puis aujourd'hui, je regarde ça, je me dis, ouais, c'était pas fort, mais j'ai réussi. Puis c'est ça l'important, je pense qu'il faut se dire, c'est que quand on passe à travers Polytechnique, en s'impliquant puis en ayant du plaisir, bien, on est capable de comprendre comment se structurer. Tant mieux, parce que ça va vous servir toute votre vie après. Parler longtemps, là, mais... J'ai vécu la même chose au niveau de l'organisation. Première année, très difficile, parce que, comme toi, jamais eu besoin d'apprendre à travailler avant d'être ici. Mais j'ai frappé un deuxième mur, j'en ai parlé un peu tantôt, puis je vous invite à y réfléchir, ceux qui se questionnent. C'est pourquoi vous êtes là, puis qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie. Et pour moi, ça a été un grand tournant à Polytechnique. J'étais déjà impliquée dans des associations étudiantes. J'avais réussi à passer au travers la première année. J'étais dans ma deuxième année, ça allait. Mais je me cherchais. Et je ne savais pas pourquoi j'étudiais. C'était quoi mon projet dans la vie. Et le jour où... Et puis je me souviens, hein, c'était un soir de party, de polyparty, puis j'étais en haut de la côte juste là. Et... puis je me suis dit,
J'avais été marcher, j'étais impliquée dans la fameuse COFIC, puis le projet d'achat regroupé d'ordinateurs. Puis un des gars de McGill, parce qu'on travaillait avec les étudiants des autres universités, un des gars de McGill me racontait comment il voyait sa vie. Puis là, après cette marche-là, je m'étais dit, eh boy, j'ai rien pensé. Moi, je vois rien, je vois pas clair. Puis je m'étais dit, pourquoi? Pourquoi j'étudie? Puis je vais vous la dire parce qu'elle va vous sembler très cucu, mais il reste que c'est un pilier dans ma vie. Ce soir-là, là, en avril 1987, ce que je me suis dit, c'est, dans le fond, dans ma vie, moi, je veux faire une différence au Québec. Je veux qu'il fasse bon vivre au Québec. C'était clair, avec mon histoire, avec mes valeurs, avec comment j'avais été élevée. Puis ce jour-là, je me suis dit, est-ce que je continue à Poly? Puis je me suis dit, ben pourquoi pas? Parce que ça ou d'autres choses, ça va être un levier pour mon projet, pour ce que moi, j'ai envie d'être. Et encore aujourd'hui, j'ai 58 ans, c'est encore vrai. C'est encore mon baromètre sur je continue, j'arrête, je change, il faut que j'aille ailleurs. C'est encore le même pilier. Et un coup que ça a été réglé, c'était plus difficile d'avancer, c'était plus difficile de surmonter les obstacles de l'école parce que je savais pourquoi j'étudiais. J'avais quelque chose qui était plus loin que Polytechnique. Polytechnique devenait plus une fin en soi, mais un moyen d'atteindre mes objectifs et ça a fait toute la différence. C'est quelque chose qui a aidé beaucoup d'étudiantes lors de nos discussions à justement surmonter cette étape. C'est vraiment important de se rappeler de ses objectifs et de ses ambitions pour pouvoir continuer quelque chose de difficile. Ça fait du sens. Donc vraiment, Oui et non. non? C'est-à-dire que ce que Nathalie, elle a dit, se rappeler ses objectifs, mais en même temps, être capable de se poser par moment puis dire, est-ce que c'est encore mes objectifs? C'est quoi les prochains? Vous n'êtes pas obligé de rêver tout de suite à ce que vous allez faire à 55 ans. C'était pas mon cas, là. Je veux dire, moi, quand j'étais étudiante à Poly, je pensais pas que j'allais être dans les chaussures. Je suis sûre que Martin, Nathalie n'ont pas... Tu sais, l'important, c'est de prendre un moment puis de se questionner, c'est quoi que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que je veux retrouver comme ingrédient? Puis se donner des pauses par moment pour réfléchir. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis encore aligné sur ce que j'ai le goût de faire? Est-ce qu'il y a des choses que je veux changer? Ça, c'est fondamental. Il faut se donner la chance d'évoluer. Il y en a là, qui savent qu'ils veulent aller sur la Lune, tu sais. Puis là, ils vont tout faire pour y arriver. Quand on parle à Julie Payette, elle savait là, que c'était ça. Mais quand on parle à David Saint-Jacques, c'était pas la même chose. David Saint-Jacques, il va pas vous raconter la même histoire. Puis les deux ont été astronautes, là. Mais la différence, c'est que c'est pas l'objectif physique. Ce que je vous raconte n'a rien à voir avec une finalité. Je vous raconte ma vision de ma contribution. Et ce n'est pas un objectif, une vision de contribution. C'est ce que je veux être au monde. Et c'est plus profond qu'un objectif parce qu'il y a plusieurs moyens d'exercer sa contribution. Ça a peut-être l'air banal, mais le mot objectif qu'on a beaucoup envie d'utiliser, c'est pas tout à fait ça, moi, dont je vous parle. Puis, Maude, je pense que quand tu comprends ta vision ou que tu as un sens de ce que tu veux contribuer, de ta mission, après, tu peux te prendre une pause, tu peux changer d'axe. Aujourd'hui, ma contribution est dans la fonction publique provinciale. Elle pourrait être ailleurs et j'aurais quand même le sens d'être sur ce qui je suis. C'est différent de l'objectif. Donc si je comprends bien, ce serait vraiment savoir s'aligner avec ses principes pour prendre sa place dans la société en tant qu'un individu qui contribue. Okay. À la base, le travail d'ingénieur, c'est un travail qui est là pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Foncièrement, là, qu'est-ce qu'un ingénieur fait? C'est qu'il trouve des solutions pour améliorer la qualité de vie. Donc, c'est un des objectifs à très haut niveau qui nous rejoint à peu près tous. Peut-être que vous l'avez réfléchi, peut-être que vous ne l'avez pas réfléchi, mais à la fin de la journée, c'est tout ça qu'on va faire à peu près. Maintenant, comment on va le faire, comment on va se positionner? Est-ce qu'on aspire déjà en tant qu'étudiant ingénieur à avoir
un travail de gestionnaire pour peut-être pas, ou peut-être qu'on a plus la bosse technique, peut-être qu'on a plus la bosse gestion de projet, comme Maud parlait tantôt, mais toutes les avenues sont possibles. Toutes les avenues sont possibles, puis l'industrie, elle est là, elle est ouverte à toutes ces avenues-là aussi. C'est vraiment pertinent. J'aimerais juste rajouter quelque chose qui n'est pas tellement en lien avec la portée philosophique de ce qui a été dit, mais Maud, par rapport à ce que vous avez dit sur aller à un examen avec une révision d'une matière en tête, c'est une tradition. Ok? On est tous passés par là. Phew! Vous n'êtes pas seul dedans. Ok, pour revenir sur encore. Mais ça m'est arrivé juste une fois. Nous aussi, nous aussi. Faut apprendre après. On a tous appris de nos erreurs. On a changé. Maintenant, on vient prêt aux examens. Environ. Pour revenir sur vos expériences à Polytechnique ou encore dans le milieu du travail, quelles étaient, pour finir sur une touche beaucoup plus positive, quels étaient vos meilleurs moments? Je dirais, pas nécessairement un moment en particulier, mais je dirais plus les gens que j'ai rencontrés à Poly, mes amis. On dit souvent pas pour rien, Poly entraide. C'est ça aussi, d'être à Poly, c'est de s'aider entre nous, puis d'avoir vraiment un réseau qui soutient avec non seulement les comités, mais c'est ça, les gens qu'on va en cours avec. Je pense que ça serait ça mon meilleur moment, même si c'est pas vraiment un moment, mais... Et est-ce que tu dirais que c'est cette communauté qui t'a permis de rester, de persévérer, de continuer à travailler? Oui, c'est sûr que Qu'ils oui. ont contribué. De mes amis, j'aurais probablement pas continué. Oui. Ben, je pense qu'on va peut-être probablement dire souvent la même chose, mais c'est vrai que quand on se souvient de moments importants dans notre vie, en général, on pense à des gens. On pense aux gens qui sont avec nous, aux équipes avec lesquelles on était. Moi, les meilleures expériences de travail que j'ai eues, c'est quand on était dans des équipes de projets à l'étranger parce qu'on devenait comme une famille, puis on se soutenait. On avait même des appartements ensemble. C'est des expériences, je veux dire, qu'on ne peut pas recréer. Puis là, la fin de semaine, ben, on allait, quand on était aux États-Unis, on allait à Disney World. Quand on était en Californie, quand j'étais en France, on allait visiter l'Angleterre pour un week-end, Londres pour un week-end. Puis c'est des choses comme ça qu'on se souvient, même si les expériences de projet étaient intéressantes, les projets étaient stimulants, mais ultimement, c'est les gens avec lesquels on le fait. Puis depuis que je suis à Polytechnique, je peux peut-être vous parler de ça. Il y a 2 moments dans l'année que moi, je préfère. Puis j'aime beaucoup tout ce que je fais à Poly. Il ne faut pas que vous pensiez que c'est pas parce que... Mais j'aime beaucoup l'accueil des nouveaux étudiants, même s'ils me regardent puis n'ont pas le goût d'écouter mon discours. J'aime beaucoup la collation des grades, même si vous trouvez ça trop long comme événement. Dans quelques années, vous allez vous en souvenir. Moi, je n'ai pas fait ma collation des grades. J'avais décidé de juste faire ma remise du jonc. Puis mes parents, mon Dieu, qui en ont pleuré leur vie. Mais après, j'ai vu les photos de mes copains, mes copines qui avaient fini puis qui avaient fait. Puis j'ai regretté. Puis là, quand je viens à votre collation des grades à chaque année, je me dis, oh, mon Dieu. Puis j'ai fait celle de ma maîtrise, mais c'est pas la même chose que celle de Polytechnique. Puis oui, c'est long, puis oui, il y a du monde, mais je vous le dis, dans 20, 30 ans, vous allez vous souvenir de ce moment-là, c'est sûr, sûr, sûr. C'est vraiment un moment particulier. Puis moi, à chaque fois... J'ai comme, puis là, j'en parle, puis j'ai les larmes aux yeux. J'ai un frisson au moment où tout le monde lance son chapeau. J'ai un frisson quand je vois des étudiants et étudiantes que j'ai croisés, puis je me souviens. Puis qu'on dit, ben mention, implication. Pas toujours mention moyenne 4 sur 4, parce que ça se dit par moment, mais mention implication, mention X, mention Y. Des choses que vous avez faites qui ne sont pas nécessairement des résultats académiques. C'est des petits moments, le fun là, à vivre. Vous allez le voir. Je vous souhaite de le faire, en tout cas. Ouais, ben c'est sûr, ça rejoint un peu ce qu'ils disent, là, mais c'est vraiment, à chaque fois que j'arrive à Poly, tout le monde est dans le même bateau, tout le monde s'en va à la même place, tout le monde a des objectifs différents, mais tout le monde va à ses cours, après ça, reste à l'école pour étudier. Puis les moments cool, c'est vers la mi-session, quand la bibliothèque est pleine, tu cherches une place, puis là, tu sais que tout le monde vit le même rush de devoir
étudier pour tous les examens puis remettre les travaux qu'ils n'ont pas fait encore. Ça, c'est des moments que je me rappelle à chaque fois. Puis je suis comme, ah, c'est la même petite routine. Tu sais, c'est le fun. J'aime bien, moi. Le père de mes enfants est de Polytechnique. D'avoir fait bac et maîtrise avec lui à Polytechnique, c'est quand même un héritage, hein, une forme d'ancrage dans notre vie très particulier qui colore ma vie de famille encore aujourd'hui à quelque part. Puis il y en a probablement parmi vous que c'est déjà vrai, hein, que vous êtes en couple avec quelqu'un de Poly. C'est intéressant. Puis aujourd'hui, après toute la vie, c'est extraordinaire d'être avec des amis que j'ai connus à Polytechnique et qui sont encore dans ma vie et qui sont encore mes repères, des gens avec qui je vois le chemin parcouru, je vois l'évolution, je vois ce qu'on a bâti, chacun de notre côté. Fait que je ne le savais pas quand je le vivais, que je créais ça. Mais en bout de piste, c'est probablement le plus important de ce que j'ai gardé. Bien, moi, le moment le plus marquant de mon bac, c'est à ma 4e année, je me suis embarqué dans une équipe de toboggan en béton qui était une équipe de 3e année. Puis lors de cette grande implication-là, bien, j'ai rencontré ma blonde, hein, qui est encore ma blonde aujourd'hui. Mathieu en a parlé tantôt, a travaillé sur des chantiers. Puis, bref, c'est juste drôle que souvent, on se raconte des trucs de Poly. Puis là, Mathieu, ben, il sait de quoi on parle. Puis là, ben, ma fille a dit, là, arrêtez donc d'en parler. Là, ça va faire. Avez-vous d'autres sujets? Parce que c'est imprégné en nous, Poly. Poly un jour, Poly toujours. Puis vous allez voir, quand vous allez grandir, quand vous allez sortir, quand vous allez faire votre vie, vous allez toujours vous rappeler de ces X nombre d'années-là ici. Parce que c'est votre base d'ancrage. En anglais, on dit, en anglais ou en français, en latin, plutôt, on dit l'alma mater, mais à la fin de la journée, c'est votre ancrage, c'est le début de votre vie d'adulte, votre vie professionnelle, c'est l'envol. Donc, vous allez vous en rappeler tout le temps. Ben, je ne vais pas trop être originale. Moi aussi, c'est les amis, mon entourage. Mon meilleur moment, je dirais que c'est ma première année, mes premières intégrations. Moi, je connaissais personne à Poly. Moi, j'arrivais à Poly, là, j'avais tellement peur de ne pas me faire d'amis, d'être toute seule pendant 4 ans. Et là, pendant les intégrations, on m'a dit, « Ah oui, Tozan, viens, participe avec nous. » Et j'ai trouvé tellement d'amis. Et même encore, à chaque année, chacune de mes classes, je me fais des nouveaux amis. Vraiment, l'entraide à Poly, rester des soirées complètes avec quelqu'un qui comprend tout aussi pas la question d'un ancien examen que toi, ça forge des amitiés. Donc, tout ça, c'est ça les meilleurs moments pour moi, c'est les personnes, comme tout le monde a dit ici. Je m'excuse. J'ai vécu les événements de Polytechnique ici, moi. Et c'est le pire jour de ma vie. Et j'ai vu aussi des gars sortir d'ici blessés. J'ai des consoeurs de classe, des jeunes femmes qui étaient avec nous, qui n'ont pas fini leur bac. C'est pas le paradis. Il y a un phénomène dans Polytechnique où, quand tu te reconnais, quand tu te retrouves, quand tu es en gang, ça va bien. Mais il y a peut-être parmi vous, ou en tout cas dans vos classes, des gens profondément seuls et malheureux qui veulent être ingénieurs, mais qui ne sont pas bien dans la culture de Polytechnique. Et elle est dure, la culture de Polytechnique. Elle est très dure. On parle des côtés positifs parce que cette culture-là nous a nourris, nous forge. Mais il y en a une autre facette à Polytechnique. Je l'ai vue, je la connais. Et je vous inviterai, tous ceux qui sont touchés par ce qu'on dit sur ce qui était merveilleux, à faire attention à ceux qui sont à côté, parce qu'ils ont aussi besoin d'être épaulés pour être ingénieurs. Ils vont faire des bons ingénieurs, ils vont être des citoyens qui ont une contribution à apporter dans la société et qui sont différents.
Et je veux pas... Tu sais, Maude, tu es présidente de Polytechnique, c'est ton rôle d'être le porte-parole, mais elle existe, cette facette-là de Polytechnique, puis il ne faut pas l'ignorer. Pas, en tout cas pour moi, 35 ans après les événements de Polytechnique, je serais malhonnête de ne pas la reconnaître. Merci beaucoup pour ces mots. C'est important de savoir que pour qu'une communauté puisse continuer à fleurir, il faut que chaque individu fasse sa part. Il faut que chaque personne puisse se permettre de tisser des liens et de look out pour son prochain. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. En résumé, je vais quand même dire merci à la communauté étudiante de Polytechnique. Merci à tous les comités et tous les innombrables événements qui se font pour justement renforcer cette communauté. Merci aux amourettes, apparemment ça marche bien. Donc, je vais demander au public à la fin de l'événement de répondre à ces questions qu'on a posées aux panélistes. On a mis juste derrière une table avec des cartons pour que tout le monde puisse écrire un petit mot. On a fait une guirlande décorative, on aimerait bien la partager avec tout le monde. Mais avant ça, merci à nos panélistes pour votre temps, pour vos paroles, toutes les expériences que vous avez partagées. C'était vraiment très enrichissant. Merci à tout le public d'avoir pris de son temps pour assister à cet événement. Est-ce que vous avez certaines questions que vous aimeriez vous poser entre vous avant qu'on passe à la soirée réseautage et qu'on réouvre le buffet? Avant tout, j'aimerais te remercier aussi. Je pense que merci pour l'animation. Tu as très bien fait ça. Merci à l'équipe organisatrice aussi. Ça a été vraiment très intéressant, je trouve, ce soir. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions entre vous, entre nous. Ben, moi, j'ai une petite question. Qu'est-ce que vous me conseillez à moi, qui a 22 ans, qui bientôt rentre sur le marché du travail? Donc, c'est quoi que vous me conseillerez? Je pense à toutes les autres filles ici présentes. Je pense surtout à Nathalie et à Maude. C'est quoi que vous me conseillerez? Je ne te ferai pas de conseils parce que je ne le sais pas. Puis, vous lisez les journaux comme moi. Vous regardez l'économie comme elle va comme moi. Vous regardez les conflits dans le monde comme moi. La seule chose que j'ai envie de dire, mais je le dirais à ma fille, c'est donne le meilleur de toi. Choisis quelque chose dans lequel tu penses que tu peux t'épanouir, puis essaye des affaires. Essaye, parce que je ne sais pas combien tu vas en avoir d'opportunités. Peut-être que tu vas avoir un marché du travail ouvert comme ce qui était à leur époque, mais ça va peut-être être fermé comme la mienne, puis il va falloir que tu grattes pour trouver une petite place pour toi. Mais peu importe le chemin, il faut essayer. Il faut essayer, puis accepter de dire « Oups, c'était pas ça, faut recommencer, il faut revoir ailleurs. » Vous voulez des enfants? Ayez-en. Vous n'en voulez pas? Ayez-en pas. Ayez pas peur de ça. Mais écoutez-vous. Respectez-vous. Nathalie parlait tout à l'heure de la contribution. Moi, je vois ça beaucoup, puis j'en ai parlé tout à l'heure un peu aussi. La capacité de se remettre en question, elle est super importante. De se donner des moments dans notre vie où, quand on sent qu'on n'est plus super aligné, de se donner un moment pour prendre une pause, même si c'est peut-être pas nécessairement toujours... c'est un peu déstabilisant, là, de dire, moi, je vais m'arrêter de faire ce que je fais pendant quelques semaines, quelques mois pour vraiment me réaligner, ou je vais prendre la peine de prendre peut-être une année sabbatique, m'entendre ou 6 mois ou une semaine parce que là, ça ne marche plus. De se donner le temps de se rééquilibrer, je pense que c'est super important. Moi, en fait, j'ai jamais eu de moment où les gens m'ont dit « t'as trop d'ambition ». Souvent, les gens me disaient « ben OK, si tu veux faire ça, pense à ce que ça va te prendre pour t'y rendre. Puis moi, je pense qu'il va te manquer tel élément, mais peut-être que j'aimerais ça que tu réfléchisses comment tu vas vouloir l'accomplir. Qu'est-ce qui te reste à aller chercher comme compétence ou comme expérience additionnelle? Fait que
il n'y a jamais trop d'ambition, ça c'est certain, pour soi-même, pour notre famille, pour le monde dans lequel on vit, il n'y a jamais trop d'ambition. Après, il y a des murs qu'on se met parfois ou que les autres mettent devant nous, puis il faut essayer d'être capable. En fait, ce qu'il faut, c'est trouver les outils qui vont nous permettre d'enlever ces murs-là. Et de le faire, parfois c'est de le faire en équipe, des fois c'est de le faire seul, mais avec une force de conviction qui est plus ou moins dosée, parce que parfois on est armé d'une conviction profonde, puis finalement c'est pas la bonne approche. Bref, il y a des murs, il y a des choses qui se mettent devant nous qui nous empêchent d'aller où on veut, pas nécessairement aller où on veut dans un travail, mais aller où on veut en termes de positionnement. Puis c'est de se donner, savoir se doter de ce qu'il faut comme réflexion pour pouvoir aller chercher ces compétences-là ou ces outils-là. Et puis vous allez le voir, vous allez vivre dans un monde, c'était vrai dans notre temps, on n'en parlait pas tant que ça, mais c'est maintenant, c'est un monde qui est en évolution rapide, ultra rapide, qui demande constamment de vous remettre à jour, de vous remettre en question, mais ça vous donne une tonne d'opportunités aussi que peut-être on avait moins, nous, rapidement. Maintenant, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, puis c'est un peu vous qui détenez les clés de ce que vous allez pouvoir faire. Je pense qu'il faut que vous fassiez confiance aussi. Hein? Le bac ou la maîtrise à Polytechnique, c'est un outil qui vous a permis d'apprendre à apprendre. Donc, à la fin de la journée, là, c'est super le fun de savoir faire des intégrales triples, là, mais peu d'entre vous allez faire des intégrales triples toute votre vie. Donc, vous avez appris à obtenir de nouveaux outils. Maud l'a dit, on se remet en question, on valide qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Ah, ça va me prendre ça de plus ou ça de plus, ou il faut que je m'ajuste ici. Bien, vous avez tous les outils pour y arriver. Donc, faites-vous confiance, foncez, puis c'est sûr que vous allez y arriver. Des conseils très enrichissants. Merci beaucoup. On va s'en servir. Un en particulier qui m'a marqué, c'est celui de, excusez-moi, la santé mentale, le fait de prendre du temps pour soi et de voir que c'est important de parfois prendre des pauses et de réévaluer qu'est-ce qu'il faut faire pour justement arranger les choses qui ne vont pas forcément bien, parce que c'est aussi important que la santé physique. Ça, c'est très marquant. Et petite pause publicité, nous faisons des podcasts. Et celui sur la santé mentale sort bientôt, donc écoutez-le sur nos réseaux lorsqu'il sera prêt. Alors, j'ai un dernier merci à donner à toute l'équipe Polytechnique et particulièrement à toute l'équipe PolyL, parce que tous les membres exécutifs comme ambassadeurs ont passé du temps à part, que ce soit durant leur session d'examen ou au début même, lors de nos premières rencontres, à participer à ce que cet événement se passe de manière fluide. Et particulièrement Mine, qui se trouve juste derrière vous, qui s'est donné corps et âme pour la réalisation de cet événement. Merci de l'applaudir. J'espère que vous n'en avez pas marre de mes merci, mais merci encore à vous. Merci encore aux panélistes. Dernier rappel de répondre à cette question, s'il vous plaît. Approchez les panélistes durant la soirée réseautage. Ils répondront à tous. Ils sont là pour vous. Et profitez du buffet. Merci beaucoup.